Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. J'ai embrassé un flic entre nation et république. J'ai embrassé un flic, ça change des coups de fric. Je l'aurais pas cru il y a 30 ans. Oui, en fait, Bertrand Del Vecchio n'a pas écrit ce livre parce que Renaud l'a embrassé. Rassurez-vous, ça s'est pas du tout passé comme ça. Un très bon livre. Un livre intéressant, un livre qui dit les choses au quotidien, la loi et la rue. Bertrand Del Vecchio a été policier pendant 20 ans, il est maintenant, il a démissionné il y a 4 ans, il le raconte très bien dans son livre. Et surtout, ce qui m'a vraiment passionné, parce que des livres de policiers, des témoignages, il y en a eu beaucoup, mais celui-là frappe par le fait qu'il parle du quotidien, il est pas dans la hiérarchie, la haute hiérarchie, mais il la connaît, il n'est pas dans l'administration, mais il la connaît. Il parle du quotidien et puis surtout, il casse les codes, il casse les images d'Épinal, etc. Et il les casse sans faire ni du misérabilisme, ni de l'angélisme. Vous avez quelque chose, à un moment donné, vous dites, Bertrand Del Vecchio, pardon, vous dites, il y a ce que la loi prévoit, et puis il y a ce qui se passe dans la rue. C'est le titre de votre livre, La loi et la rue. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, ça veut dire que c'est quelque chose que vous décrivez quand vous commencez ce métier. Vous le découvrez très vite. Il y a ce que la loi prévoit, ce que les règlements d'emploi de la police prévoient. Et puis vous êtes confronté à des situations que vous devez gérer. Vous avez l'obligation de les gérer. Et vous vous rendez compte très rapidement que pour gérer ces situations, eh ben, vous allez devoir mordre un peu la ligne, vous écarter un peu de ce que la loi prévoit ou de ce que les règlements prévoient. Et vous n'êtes pas préparé à ça du tout, parce que personne vous le dit, ça. Ou parce que ce qu'on vous dit, excusez-moi, parce que vous parlez de l'entrée, enfin, de la formation, puisque vous avez eu la formation, Bertrand Del Vecchio, il vous dit, au fond, on vous dit, voilà, respectez la loi, attention, respectez scrupuleusement la loi, mais au fond, on ne vous parle pas de ce qui se passe dans la réalité. Non, ça c'est vraiment quelque chose qui moi m'a marqué au cours de ma scolarité. L'enseignement est quand même très théorique et très éloigné de ce qui se passe sur le terrain. Peut-être que les choses ont changé. Alors il y avait évidemment quand même des périodes de stage dans les services qui permettaient de prendre la mesure d'un certain nombre de choses, mais tant que vous n'avez pas véritablement les mains dans le cambouis, vous vous rendez pas compte de ce que vous allez devoir faire pour que la machine fonctionne. Mais oui. Et voilà. Et souvent, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on reproche aux policiers de ne pas être assez formés, mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas de formation qui vous prépare à affronter un certain nombre de choses dans ce métier. Ouais. Et ce que vous dites, un certain nombre de choses, et vous parlez très très bien de la violence. Il faut savoir que policier, il est quotidiennement, parce que quand on ne l'est pas, on dit, ah oui, la police fait ci, la police fait ça, etc., on les défend, on les attaque, etc. Mais sur le terrain, et dans vous dites, d'ailleurs, cette phrase que j'aime, violence est un cancer qui prend tout son temps pour vous tuer. Ouais, je crois que c'est ça. Ça aussi, c'est quelque chose... Très vite, quand vous commencez à travailler sur la voie publique, et vous êtes confronté à cette violence. Alors il y a la violence physique qui est évidente quand vous essayez d'attraper quelqu'un et que ça se passe pas bien et qu'il vous donne des coups et que vous lui donnez des coups et que bon voilà. Mais il y a aussi toute une autre violence qui est la violence des situations auxquelles vous êtes confronté, la violence sociale. Moi, j'ai le souvenir, la première fois, ça m'est arrivé, j'étais jeune policier. J'ai découvert, enfin, on a découvert un bébé qui avait été abandonné par sa mère dans une poubelle, avec le cordon ombilical qui était encore en place. Non, le bébé était vivant. Non, nous, on a eu de la chance. Ah ouais. Le bébé était vivant. Sans doute, la maman venait de se débarrasser de son bébé. Il y a un passant qui promenait son chien, qui avait entendu un drôle de bruit dans une poubelle. Et il a découvert que c'était ça, il a appelé tout de suite les secours, et les secours donc le bébé a été sauvé. Mais c'est quelque chose que vous ramenez chez vous le soir, ça, c'est très violent. Vous vous dites, mais comment est-ce que les gens peuvent faire ça ? Quel niveau de folie ou de désespoir pousse les gens à faire ça ? Et tout au long de votre carrière, vous êtes tout le temps confronté à ce genre de choses, et ça vous mine. Il y a des choses que vous pouvez pas partager quand vous rentrez chez vous avec votre compagnon ou votre compagne, parce que
Quand vous dînez, vous pouvez pas dire au fait j'ai découvert un enfant dans une poubelle aujourd'hui. Et puis vous êtes allé un jour dans un appartement, une femme qui s'était pendue, etc. Vous voyez ça, quoi. Oui. Évidemment, c'est. Oui. Et puis il y a la violence des gens qui se suicident. La première fois, moi j'ai fait la plus grande part de ma carrière à Paris et quand vous êtes appelé la première fois parce que vous devez aller ramasser les morceaux de quelqu'un qui s'est suicidé en se jetant sous la rame du métro, déjà au moment de monter dans la voiture, vous n'emmenez pas large. Et puis quand vous arrivez sur place, c'est extrêmement graphique, c'est extrêmement violent. C'est des images que vous ramenez après chez vous, qui imprègnent votre cortex. Et qui restent là. Et qui restent là. Oui, Ouais. bien sûr. Et donc la question après, c'est toute cette violence. Qu'est-ce qu'on en fait en fait? Voilà. Et il y a des gens qui réussissent à la gérer plus ou moins bien. Et pour ça, ils utilisent des stratégies qui sont plus ou moins efficaces. Alors, vous avez des policiers qui se mettent à 2000% dans le boulot, d'autres c'est dans le sport, d'autres ont des vies dissolues, où ils multiplient les aventures à droite, à gauche, sans doute pour se sentir vivant. Il faut compenser, vous voulez dire. Il faut compenser, ouais. Il faut trouver quelque chose pour gérer cette violence. Et puis vous avez des gens qui glissent lentement, et puis qui un jour se tuent, quoi, se suicident. On a vu le nombre de suicides chez les policiers, on vous en parlait aussi dans le livre. Mais dites-moi, il y en a pas qui peuvent... Est-ce qu'on ne se durcit pas à un moment donné au fil des années? Bon, effectivement, on est confronté à la violence. Je ne dis pas qu'on n'est pas de pierre, mais est-ce qu'il n'y a pas une habitude qui se crée ou pas? Oui, il y a de toute manière une culture qui est très spécifique dans la police, qui a ses mauvais côtés, mais qui a aussi ses bons côtés. Ses bons côtés, c'est quand même une solidarité qui est quand même assez forte sur les gens qui sont sur le terrain. Et puis il y a aussi une sorte de sens de l'humour un peu caustique, de l'humour noir, qui permettent aussi de dédramatiser un certain nombre de situations. Moi, j'ai travaillé avec des collègues qui avaient beaucoup d'esprit et qui étaient drôles des fois, et même dans les moments un peu terribles, ils réussissaient à trouver les mots pour faire baisser un peu la pression. C'est vrai, vous en parlez après, je ne veux pas raconter toute l'histoire, mais une femme qui avait été violée, et un jour elle vous appelle, après vous l'avez sauvée, vous appelez un collègue, et vous lui dites ah ben, tu sais, elle a eu son premier orgasme. Super, comment-il nous voit sans passion, et vous ajoutez, c'est la fin. C'est marrant de penser qu'une fille prend son pied grâce à ton air con et à ta vue basse. C'est l'humour, quoi. Regardez ça. Ouais, ça a été sans doute le plus beau moment de ma carrière. C'est marrant d'ailleurs de penser qu'une carrière de 20 ans finalement, quand j'y repense, c'est ça le meilleur moment. C'était une jeune femme qui était venue déposer plainte pour des violences sexuelles qu'elle avait subies quand elle était adolescente de la part de son beau-père, des choses qui étaient très dures. Et puis je sais pas, des fois il y a des choses qui se passent avec les gens qui viennent déposer plainte. Et puis là, j'ai vraiment été touché par son histoire. Et puis elle, ça s'est bien passé aussi, je crois, l'enquête, le dépôt de plainte. Et puis, vous avez réglé, enfin, vous avez bien parlé aux parents, surtout au beau-père. Ouais. Et puis il y a eu l'enquête a été résolue, le beau-père a été déféré, écroué. Et puis quelque temps après, donc elle m'a appelé pour me faire part que il y avait un certain nombre de problèmes dans sa vie intime qu'elle avait résolu, et ça c'est chouette parce que à l'aune d'une carrière, il n'y a pas beaucoup de moments comme ça où on a vraiment l'impression d'avoir apporté une plus-value dans la vie des gens, quoi. Et ça c'est bien. Et vous dites justement, il y a beaucoup de, enfin, la plupart des gens que vous rencontrez, c'est des cabossés de la vie, comme vous les appelez. Ouais. Et oui, c'est-à-dire qu'il y a des vies. Vous savez, c'est toujours pareil. La plupart des gens, et heureusement pour eux, ne se rendent pas compte qu'à côté, il y a un monde de cabossés, défigurés, frappés, tabassés ou autres. Enfin, exactement. Il y a beaucoup de gens qui jouent la partie avec de mauvaises cartes en main. Et donc, dès le départ. Dès le départ, voilà. Et après, ils font des mauvaises décisions. Alors, le tout, c'est de savoir quelle est la part de responsabilité individuelle dans ces mauvais choix qui sont faits. Chacun, suivant son bord politique, va avoir tendance à y voir la responsabilité de la société ou la responsabilité individuelle. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des gens qui jouent la partie avec de mauvaises cartes en main, qui prennent de mauvaises décisions, et toute leur vie, en fait, est une succession de violences, de coups foireux, d'opportunités ratées. Et c'est tragique, quoi.
Et vous avez pris la partie de l'humain, Bernard Del Vecchio, vous le racontez très bien. On se retrouve juste après cette petite pause. Et nous sommes avec un policier libéré de toute hiérarchie, donc vous pouvez lui poser toutes vos questions au 0826 300 300. Sud Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Dans la myriade de livres écrits, certains bons, d'autres moins, sur la police, retenez celui-ci, La loi et la rue, paru aux éditions du Cherche Midi. Bertrand Del Vecchio, justement, vous parlez du quotidien de la police, des policiers, des policiers, vraiment de rang moyen, pas les grandes hiérarchies, pas ceux qui restent uniquement dans leur bureau, de tous, etc. Et effectivement, les rapports avec l'administration, justement, et la hiérarchie. C'est quoi? Parce que vous parlez beaucoup de la politique du chiffre. C'est quoi? La politique du chiffre, c'est quelque chose qu'on a vu se développer beaucoup à partir du moment où Nicolas Sarkozy a enterré, ministre de l'Intérieur, a enterré la police de proximité et qu'on est rentré dans cette fameuse culture du résultat. Alors au début, nous policiers, on comprenait pas trop de quoi il s'agissait, la culture du résultat, puis en fait on a vite compris que la culture du résultat, c'était avoir de bons chiffres. Et pour avoir de bons chiffres, vous avez deux raisons. Vous avez deux possibilités, soit vous augmentez le nombre d'interpellations sur votre circonscription pour augmenter le nombre d'affaires élucidées, soit vous baissez le nombre de plaintes enregistrées. Et pour augmenter le nombre d'affaires élucidées, d'interpellations, il faut pousser les policiers à contrôler les gens pour essayer... Interpellation n'est pas affaire élucidée. Si, statistiquement, si. C'est justement c'est intéressant. Alors, c'est ça qui est très vicieux. Oui. C'est-à-dire que une affaire élucidée pour la police, c'est pas la même chose qu'une affaire élucidée pour la justice. Ah oui, très bien. La justice. Oui, parce que je comprenais pas moi-même. J'ai l'interpellation, il a interpellé, d'accord, mais l'affaire, elle n'est pas élucidée. Non, c'est la justice entre guillemets considérera qu'elle a élucidé une affaire à partir du moment où une décision de justice aura été rendue. Bien sûr. Voilà. Non, pour la police, à partir du moment où vous interpellez quelqu'un en rapport avec une infraction qui a été constatée, statistiquement parlant, vous élucidez l'affaire. Après, la justice... On emploie le même terme, on ne devrait pas d'ailleurs. Non, que la justice confirme la culpabilité de l'individu arrêté au regard des faits. Ou affirme, ça ne change rien d'un point de vue de statistique policière. Donc vous avez tout intérêt en fait à multiplier les contrôles, ces contrôles ayant vocation à révéler des petites infractions, et comme ça, vous augmentez mécaniquement le nombre de contrôles et interpellations, et c'est bon. Parce qu'il vaut mieux arrêter 10 personnes avec 10 barrettes de résine de cannabis ou 10 couteaux à cran d'arrêt, plutôt que de démanteler une affaire de trafic de stupéfiants, parce que c'est 10 affaires élucidées contre une. Voilà. Et donc, c'est-à-dire on met, attendez, c'est très intéressant ça, on met sur le même plan 10 interpellations avec barrettes de shit ou couteau à cran d'arrêt et le démantèlement d'un réseau de trafiquants. Statistiquement, c'est la même chose. Après, évidemment, après, dans le qualitativement, c'est quand même pas la même chose. Ça n'a rien à faire. Mais démanteler une affaire de trafic de stupéfiants, c'est extrêmement compliqué et c'est extrêmement coûteux. Voilà, vous devez monopoliser énormément d'individus, vous devez avoir des écoutes. Et tout ça, c'est énormément de travail pour un résultat qui, en plus, est incertain. Voilà. Bien sûr. Alors que si vous contrôlez 10 gus dans un hall d'immeuble et que vous les contrôlez 10 fois par jour, vous avez quand même toutes les chances que la 8e ou la 9e fois, il y en ait un qui a un truc illégal dans la poche. Et ça vous révèle une affaire, ça vous élucide une affaire. Et ça vous donne quoi? Ça vous donne une bonne évaluation? Ça donne quoi pour le policier? Le fait de faire des bons chiffres. Oui, est-ce que ça lui fait une bonne évaluation? Il faut comprendre que la police, c'est quand même des unités qui sont extrêmement hiérarchisées, où le poids justement de la hiérarchie est très fort. Donc c'est très difficile de s'en affranchir. Donc, si vous avez votre chef de service qui convoque votre chef de groupe et qui dit « Ouh là là, nos chiffres, c'est très mauvais ce mois-ci, il faut vraiment mettre le paquet, aller emmerder les gens de tel immeuble ou tel truc parce qu'on a vraiment besoin de résoudre des affaires »,
c'est très difficile pour un chef de groupe de dire non, parce que moi j'ai pas envie de travailler comme ça. Voilà, parce qu'au bout d'un moment, on va lui dire écoutez, à ce moment-là, demandez votre mutation, allez ailleurs, et puis on va mettre quelqu'un d'autre à votre place. Et donc oui, le poids. Il y a une pression hiérarchique qui est très très forte. D'accord. Et donc du coup, il y a beaucoup d'unités de police qui sont un peu dans des stratégies de harcèlement sur la voie publique. Et évidemment, et pour faire du chiffre, ça donne rien de bon. Même. Oui, c'est ça. C'est le but. En fait, on considère que les statistiques, c'est ce qui compte, quoi. En fait, c'est uniquement ce qui compte. Dans le bouquin, je dis que pour moi, la police, elle n'est pas nécessairement structurellement, systématiquement violente ou raciste, non, mais elle est en tous les cas systématiquement bureaucratique. Ça, c'est sûr. Oui, voilà. Vous dites même que vous avez rencontré assez peu, bien sûr, qu'il y a des racistes comme partout, des violents comme partout, mais ce n'est pas la majorité. Non, non. Je veux dire très honnêtement. Alors après, évidemment, moi, j'ai grandi en province. Il y avait très peu de personnes d'origine immigrée là où j'habitais. Quand je suis arrivé à Paris, dans un commissariat difficile, quand vous vous rendez compte qu'il y a une très grande partie des gens qui sont placés en garde à vue tous les jours, qui sont issus de l'immigration, si vous ne faites pas attention, vous pouvez vite développer des biais cognitifs et commencer à tout mélanger. Voilà. Oui, et puis on comprend, il y a un problème. Quoi. Mais la police, elle est heureusement diverse. Il y a plein de gens d'origine très différente dans la police. Et donc, vous êtes amené dans votre carrière à travailler avec des gens qui sont issus de plus ou moins loin de l'immigration, et ça se passe très bien. Et côtoyer ces gens-là, travailler au quotidien avec ces gens-là, passer des heures derrière des centrales d'écoute ou dans des voitures avec ces gens-là, et tout ça remet tout ça dans des... Voilà, on apprend à se parler, à se comprendre, et il n'y a pas de problème. Donc le vrai problème, c'est l'administration. Enfin, c'est la bureaucratie, disons. La paperasse aussi, vous parlez de la paperasse aussi. C'est ça. Oui, parce que, en fait, il faut comprendre que ça fait de nombreuses années que la procédure pénale change. Avant, c'était une procédure qui était d'inspiration romaine, c'est-à-dire que les procédures, en gros, étaient secrètes et non contradictoires. Et ça fait de très longtemps maintenant qu'on introduit dans notre droit des dispositions qui sont en gros issues de l'habeas corpus, du droit anglo-saxon. Et donc la présence de l'avocat... Exactement. Et donc c'est exactement etc., comme si vous faisiez une pizza avec du Nutella et du chorizo. Voilà. Donc c'est pas bon, ça reste sur l'estomac. Et voilà. Et en fait, on en est là. En fait. C'est-à-dire que on devrait vraiment prendre le temps de réfléchir à notre procédure pénale, de choisir un modèle. Soit on reste sur le modèle qu'on avait, qui était le droit romain, et bon, voilà, et peut-être qu'on revient sur un certain nombre de dispositions qui sont redondantes et qui nuisent à l'efficacité. Soit on va directement vers la procédure anglo-saxonne, on embrasse ce modèle-là. On lance les deux, voilà. C'est hybride. Ouais, et donc du coup, en fait, le truc est ingérable, et c'est ce qui explique aussi qu'il y a énormément de policiers qui, dans le cadre de leur fonction, sont obligés d'établir des procès-verbaux qui collent pas tout à fait avec ce qui se passe. Oui. Voilà. Vous le dites, oui. On est obligé de biaiser, exactement, c'est le cas de dire, avec la réalité. Exactement. Même. Parce que sinon, on s'en sort pas. Parce que sinon, on s'en sort pas. Parce que quand vous arrivez le matin, vous prenez votre service le matin, vous êtes comme moi, j'étais officier de permanence. Voilà. Vous arrivez, vous avez 10, 15 types qui sont en garde à vue. Voilà, l'idée... Oui, quand vous arrivez. Voilà, vous arrivez, c'est à 7h, voilà, vous en avez 10 ou 15 en garde à vue. L'idée, c'est qu'à la fin de votre vacation, ces 10 ou 15, vous ayez obtenu une décision de justice, pour une décision du procureur, tout du moins, de savoir ce qu'on va faire de ces mecs-là. Oui, est-ce qu'on les défère, est-ce qu'on prolonge la garde à vue, est-ce qu'on les remet en liberté avec une convocation, ce genre de truc. Mais la procédure est devenue tellement complexe que ces procédures, elles sont toujours montées de manière très brinque-ballante. Et au bout du compte, au moment de transmettre la procédure, vous vous rendez compte qu'il manque une signature, qu'il y a un acte qui n'a pas été fait, qu'il y a un truc qui aurait dû être fait qui n'a pas été fait. Et donc, qu'est-ce que vous faites alors? Si vous faites partir la procédure comme ça, la procédure, elle va être cassée. Oui. Et donc le type ne sera pas poursuivi, si tant est qu'il soit poursuivi. Mais ça ne va pas de quoi vous parlez, etc. Voilà, vous le racontez exactement. dans votre livre. Oui. Et donc, du coup, ce que vous faites, c'est que vous corrigez les erreurs sur les PV, en fait. Mais ce sont des faux, concrètement. Et si vous devez transmettre une procédure dans 2 heures et qu'il y ait la signature d'un traducteur qui a été oublié, que vous n'arrivez pas à joindre au téléphone le traducteur, et que le traducteur il n'est pas là et qu'il faut le défaire, et à la fin,
Il y a un type La qui prend son poser, stylo. Voilà, non, Ouais. si, en imaginant que ce soit les aveux, par exemple. Ouais, vous voyez, ouais. un témoignage Donc, on important. fait un stylo, Eh ben ouais. voilà, on fait un gris-gris à la place du Quelqu'un fait à la traducteur, place et du voilà. traducteur, Et ça, tout le monde le sait. Et tout le monde le sait. C'est la majorité des cas, à votre avis? Il y en a beaucoup, la majorité, je sais pas, mais moi j'ai tenu des procédures, j'ai tenu des permanences judiciaires pendant des années et des années, et ces problèmes-là, ils sont quotidiens. Donc vous êtes obligé de bricoler tout le temps, d'être à la marge tout le temps de ce qui est acceptable et de ce qui n'est pas acceptable, de ce qui est légal et de ce qui n'est pas légal. Et ça vous use aussi. On parlait de la violence tout à l'heure, mais ça aussi, c'est une espèce de stress permanent, de se dire, pour que le système fonctionne, je dois mordre la ligne. Tout le monde le sait. Mais si je me fais prendre la main dans le pot de confiture, si je me fais prendre en mordant la ligne, alors là, ça devient mon problème à moi. Voilà. Ça, c'est terrible. C'est la double contrainte, et c'est vrai. Et c'est pour ça que c'est très important, je vous le dis, auditeurs Sud Radio, lisez ce livre, parce qu'il montre vraiment le quotidien et les piégeants. C'est pas évident. Il y a des métiers difficiles, mais on peut pas dire que l'être policier, c'est pas un métier difficile. On en reparle tout de suite après ceci. Et on espère ne pas vous avoir coupé l'appétit avec cette pizza chocolat chorizo. Vous nous appelez au 0826 300 300, à tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et ce que dit Bertrand Del Vecchio dans son livre est la question la plus importante, il est la seule question, et il a raison, et il la pose à lui et à nous, à tout le monde. Quel niveau de casse est-on prêt à accepter ? Parce que les choses sont assez simples. Si vous intervenez, là il parle des policiers, si vous intervenez sur un rodéo sauvage, des gamins qui font les idiots sur des motos volées, vous prenez le risque qu'il y ait de la casse. Si vous débarquez sur un braquage à chaud, un camé, dingo et armé qui se fait le picard du coin, vous prenez le risque qu'il y ait de la casse. Si vous bataillez contre la petite et moyenne délinquance qui empoisonne la vie des gens, vous prenez le risque qu'il y a de la casse. Si vous démantelez les réseaux de trafic de drogue qui font vivre des quartiers entiers, vous prenez le risque qu'il y ait de la casse, parce que vous ferez perdre beaucoup d'argent à beaucoup de monde et qu'ils vous en tiendront rigueur. Si vous agissez avec détermination contre les réseaux terroristes dans et en dehors de ce pays, vous prenez le risque qu'il y ait de la casse, parce que certains de vos associés dans ce combat commettront des actes illégaux pour vous protéger et qu'ils réclameront en retour votre indéfectible amitié. C'est tout, c'est la seule question. Quel niveau de casse, pour quel résultat ? Le reste, c'est du blabla. Et c'est vrai qu'on a tous à se poser la question vis-à-vis de notre attitude face à la police. Augustin, je pense que nos auditeurs aussi sont concernés. Absolument, beaucoup d'appels au standard au 0826 300 300. Nous sommes avec Pierre qui nous appelle de l'Ain et vous êtes ancien policier. Pierre, bonjour. Oui, bonjour Pierre. Bonjour André, bonjour Monsieur Del Vecchio. Bonjour Pierre. Alors c'est très intéressant parce que j'ai vécu un peu ce que vous vivez. Et votre retour là me donne un peu les frissons parce qu'en fait moi j'ai quitté la police il y a plus de 15 ans. J'étais en service actif, j'étais maître chien, j'étais très heureux d'être rentré dans la police. Bac plus 2, je suis pas rentré. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on fait rentrer des gens qui ont des niveaux scolaires assez bas, c'est malheureux. Je pense qu'on aura la police que l'on mérite dans quelques temps. Ce que vous dites, c'est parfaitement ce que j'ai vécu. À l'arrivée de Sarkozy, on avait des tableaux avec nos noms, le nombre d'interpels, le nombre de contraventions. Moi, j'ai même signé une note, fonctionnaire polémiste, réfractaire à la hiérarchie, ne remplit pas ses missions parce que je ne voulais pas faire de contravention. Je faisais plutôt du saut dessus, c'est un vrai flic. Ce métier m'a brisé, il m'a même rendu raciste. Et heureusement, j'avais une femme et des enfants autour de moi qui m'ont permis de garder l'équilibre et de comprendre. J'avais volé les paroles d'Ayam, mais qu'avant l'identité, il y a l'humanité, ça c'est très important. Ouais. Et je pense qu'au fil des ans, l'administration a tout fait pour éloigner la police de sa population. Et on l'a vécu aussi avec l'histoire du Covid. Là, et je pense que ça va être très dur pour la police. Et je pense que ça va être encore plus dur demain d'être policier. Moi, je me refuse à faire rentrer mes gamins à la police. Et je réussis alors que mon neveu avait réussi le concours, à ne pas le faire aller dans la police. Et ma question elle est très simple, Monsieur Del Vecchio. Comment vont faire les policiers pour exercer dans un monde où en fait on se voile la face et en fait où on croit que quand quelqu'un a commis un délit, eh bien en fait la personne, quand on lui dit tournez-vous, je vais vous passer les menottes, elle va se tourner et on va lui passer les menottes. En fait, il faut se rouler par terre souvent pour interpeller les gens. Et ça, la hiérarchie ne veut pas l'entendre. Bertrand Del Vecchio.
Oui, c'est vrai. Je comprends tout à fait ce que vous dites. On est manifestement passé par les mêmes, par à peu près les mêmes étapes. Oui, c'est incroyable de constater à quel point la police qu'on a pu connaître quand on y a travaillé a changé aujourd'hui. C'est quoi la police aujourd'hui? Est-ce que c'est de contrôler les gens qui n'ont pas le masque dans la rue, les attestations aux terrasses de café? Est-ce que c'est d'aller participer à des manifestations très violentes alors qu'on n'est pas formé pour ça? Est-ce que c'est de diligenter des procédures avec une procédure qui est de plus en plus complexe et qui est pleine de choses-trappes? On ne sait plus trop ce que c'est que la police aujourd'hui. Et je pense que effectivement, la société va de toute manière pas pouvoir se faire l'économie d'une vraie réflexion sur quelle fonction doit avoir la police au sein de la cité aujourd'hui. Ce que dit Pierre, moi, qui m'a interpellé vraiment, et je comprends son attitude. Il dit, moi, j'avais un neveu ou j'avais un fils qui avait fait des études, tout ça, mais surtout, je veux pas aller là-bas. Mais demain, peut-être que, justement, les vocations policières vont s'arrêter, ou en tout cas vont diminuer, et on fait quoi? Ben oui, de toute manière, il semble qu'il y ait quand même des difficultés de recrutement qui sont quand même réelles, quoi. Enfin, moi, j'avais un copain qui est devenu commissaire de police qui m'a raconté qu'il avait fait passer un certain nombre d'épreuves orales au dernier concours de gardien de la paix. Il en est ressorti un peu migraineux, quoi. Enfin voilà. Pourquoi ? Parce que les gens, il y avait un certain nombre de gens qui n'avaient pas du tout le niveau, qui peinaient à s'exprimer, qui peinaient à agencer des idées, et en fait le problème, c'est qu'à partir du moment où vous ne maîtrisez pas le langage, vous ne maîtrisez pas ce qui se passe dans la rue. Sûr. Et vous ne maîtrisez pas votre pensée. Non. Parce que la pensée, c'est les mots. Souvent, on réussit à dédramatiser des situations et à faire baisser la pression quand on intervient à chaud, en parlant, en baratinant, en racontant n'importe quoi, en racontant des blagues. Voilà. Dit, et c'est la seule manière de faire. Sinon, on est dans la violence après, et autant éviter tant que possible. Augustin. Merci Pierre pour votre témoignage. Nous allons maintenant à Bordeaux avec Frédéric. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour Frédéric. Oui. Bonjour à tout le monde. On vous écoute, Frédéric. Moi, je suis pas dans la police, moi, pas du tout. Mais par contre, le comportement des policiers au quotidien, pour les gens qui n'ont absolument rien à se reprocher, et devient de plus en plus pesant. En quel sens? Concrètement, par exemple, pour me citer un exemple Oui. Moi, je suis routier, et quand on se fait interpeller, systématiquement, on va chercher ce qu'il n'y a pas à chercher, quoi. On va nous chercher. Moi, il m'est arrivé une fois, je me suis fait fracturer le camion, on m'a volé mon téléphone portable. Bon, ça arrive. Donc, j'ai été chez Orange, puisque et on m'a dit, vous savez, si vous portez plainte, vous pouvez au moins vous faire rembourser votre carte SIM. Bon, le téléphone, je m'en foutais totalement. Quand j'ai été pour porter plainte, on m'a demandé si j'avais pas vendu le téléphone. Et au commissariat, on vous a demandé ça. Oui, mais ça n'a même pas été, ça n'a pas été juste, subtil. Non, ça a été au cash. J'explique les faits. Et on me dit ça. Il a fallu, moi, devant le policier, que j'appelle mon employeur, en lui disant, écoute bien, tu as bien fait changer la serrure du camion. Il a fallu qu'il envoie par mail la plaque du camion et tout, pour qu'on me croie que je m'étais bien fait voler mon téléphone. J'ai dit, pourquoi on me croit pas? J'ai dit, le téléphone, je m'en foutais. C'était plus les contacts dedans. Donc, c'est pas que ça, c'est souvent, et il y a des moments où on a un dialogue de sourds. On est de bonne foi, et on a toujours l'impression que nous, on a quelque chose à se reprocher ou à cacher. Alors, je comprends que les personnes qui se font, auxquelles ils ont affaire, qu'ils ont vraiment quelque chose à se faire reprocher. C'est des personnes de mauvaise foi et qui vont... Il y en a aussi, vous savez, il y en a, Frédéric. Il y en a beaucoup. Mais quand on vient, qu'on explique les choses, qu'on a un travail et tout, c'est pesant, c'est très très pesant.
Oui, Bertrand Delvecchio, est-ce que c'est dû aussi au degré de stress, de pression, etc. ou pas Ouais, alors il y a deux choses. Déjà sur l'accueil dans les commissariats et la prise de plainte, c'est vraiment un serpent de mer. On arrive, enfin ça fait déjà quand j'ai commencé, moi les gens étaient pas bien reçus, pas bien accueillis. Pourquoi parce manque que d'effectifs. Ouais, et puis parce que c'est quelque chose qui est pas du tout. Mais là, la culture policière doit changer là-dessus. C'est quelque chose qui n'est pas du tout valorisé. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans la police, beaucoup, en tous les cas, on rentre pour arrêter les gens, pour faire des affaires, pour voilà, et on vous dit pas quand même l'accueil est important. Voilà, non, l'image du policier qui est dans son bureau, qui reçoit les gens toute la journée, qui prend les plaintes, c'est vraiment pas une fonction qui est valorisée dans la culture policière. Donc ça, faudrait réussir à changer ça. De toute manière, les choses doivent absolument bouger, notamment sur l'accueil des femmes qui sont victimes de violences. Là, il y a quand même c'est vrai que ça bouge, ça, mais je ne sais pas. En tous les cas, il faut, parce que là, effectivement, il y a des témoignages qui ont été révélés sur les réseaux sociaux notamment, où on voit bien qu'il y a quand même un vrai problème, qu'il faut faire quelque chose vraiment. Et après, c'est vrai aussi que sur le rapport de la police avec la population, il ne faut pas oublier qu'il y a eu, à mon avis, dans la psychologie policière, un avant et un après attentat de Magnanville. Voilà. C'est-à-dire que ces deux policiers, ce couple de policiers qui a été ils ont été assassinés chez eux. Je veux dire, jusque-là, pour beaucoup de policiers, ça pouvait être très dur dans la rue, ça pouvait être très dur au commissariat, il y a des choses qui pouvaient mal se passer, mais à partir du moment où on rentrait dans le sanctuaire de sa maison, là où on élève ses enfants, on était normalement en sécurité. Surtout qu'ils ont été assassinés en présence de leur fils. Oui. Je pense que là, il y a vraiment dans la psyché policière, il y a vraiment un avant et un après. Il y a eu une période d'attentats où il y a des policiers qui ont été tués. Il y a eu les gilets jaunes qui ont été avec des manifestations extrêmement violentes. L'image de la police s'est évidemment considérablement dégradée avec ces histoires-là. Et donc là, on arrive à un niveau où les choses sont vraiment à vif. Rajoutez à ça que à partir du moment où il y a au minimum un dysfonctionnement, si c'est pas une bavure, les réseaux sociaux s'emparent immédiatement de ce qui s'est passé. Et il y a un retentissement médiatique. Vous parlez de l'affaire Zecler, on va pas s'étendre dessus, vous en parlez dans votre livre. Il y a tout ça crée en fait un climat qui est très très angoissant quand on est policier, et forcément ça se ressent dans le rapport avec la population. Est-ce que ne joue pas aussi, parce que vous en parlez, là aussi on n'en connaît pas, si on n'a pas fréquenté le commissariat, la vétusté, je veux dire le côté, est-ce que c'est encore comme ça, enfin des choses pas possibles, des chaises, des tables, la saleté presque. Oui. Alors, moi, quand j'ai commencé, il y avait des cafards qui étaient énormes dans la salle de pause où on prenait le café. C'était des chats, ces cafards. Alors bon, je pense quand même que les choses se sont un peu arrangées, mais je crois que surtout ce qui est terrible, c'est le côté Kafka de l'administration. J'avais un copain qui est encore en service, qui me racontait que maintenant, pour faire une photocopie, il faut taper 4 codes. En fait. Quand il arrive à la photocopieuse, faut qu'il tape son numéro de matricule, je sais pas quoi, qu'il badge avec sa carte pour faire des foutues photocopies. Enfin, tout ça n'a aucun sens, quoi. Voilà. On va se retrouver dans un instant. Vous nous appelez au 0826 300 300 jusqu'à 14h. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et pas très très loin de Bordeaux, du côté de Bergerac, nous avons un autre Frédéric qui nous appelle. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour. Bonjour André, bonjour votre équipe, bonjour vos invités. Mais moi, juste par rapport à ce qu'a dit votre intervenant, je reviens juste sur le fait que quand il parlait des statistiques, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on est dirigé par le numérique. Donc, moi, maintenant, je fais un rapprochement, parce que bon, la police, ils ont des chiffres à rendre, ils ont des statistiques. On en revient à l'hôpital qui est géré par les tableurs. Et moi, je pourrais vous dire que dans des grosses sociétés aussi, c'est pareil.
Aujourd'hui, il n'y a que ça qui compte, les camemberts et les colonnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est bouffé par ce système de chiffres. Et à partir de ça, il y a, comme le disait après encore, il disait il y a pas quelques secondes, des numéros pour faire des photocopies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est bouffé par un système numérique. Et ça, c'est à tout niveau. Donc moi, je ne suis pas dans la police, mais je comprends. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut faire baisser tel chiffre pour faire augmenter tel autre. Et aujourd'hui, c'est ça. Moi, je suis dans l'industrie, une grosse société, je ne dirai pas le nom. Mais c'est ça, aujourd'hui, dès qu'on écrit quelque chose, il faut que ça rentre dans une case de manière à être évalué, quoi. Voilà. Et donc ça. Et moi j'ai fait le rapport parce que l'hôpital, c'est devenu ça, malheureusement. Je crois que c'est presque un tiers de personnes qui sont derrière des ordinateurs. Et puis voilà, donc c'était juste ce point que j'ai rajouté, enfin que j'ai entendu quand on va parler de ça, sans connaître le métier de la police, parce que je sais que c'est difficile, mais c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est soumis à des règles, on peut dire que c'est le numérique. C'est le monde numérisé, absolument. Le numérique bouffe le reste, quoi. Tout à fait. C'est ce que j'avais à dire. Augustin, merci Frédéric. Absolument. Est-ce qu'on a un autre Frédéric? Alors, pas encore. On va prendre d'abord Marie-Claire, mais on va prendre d'autres Frédéric après. Nous sommes avec Marie-Claire qui nous appelle de Paris. Bonjour Marie-Claire. Oui, bonjour Marie-Claire. Bonjour tout le monde. Alors moi, je suis un petit peu d'accord. Je voudrais dire que quand même, il y a un problème avec la hiérarchie. Moi, je vois... et puis aussi, ne pas oublier que la police, c'est 3 corps. Le corps des gardiens de la paix, le corps des officiers, le corps des commissaires. Et qu'entre eux, les loups ne se bouffent pas. Hein, on est bien d'accord. Donc moi, j'ai quelqu'un de très proche qui, au bout de 20 ans de police, vient de faire un burn-out. On a reconnu qu'elle avait subi du harcèlement moral. Mais en attendant... c'est surtout pas de vague. Hein. Donc la personne que je connais très bien, elle a fait un rapport de 26 pages. Moi, je ne peux pas concevoir qu'on puisse traiter des gens comme ça. Hein. Cette femme, c'est une femme, elle a 45 ans. Elle s'est jamais fait appeler autrement que la vieille, à partir des jeunes qui rentrent dans son équipe. Donc il y a quand même des choses qu'il faut dénoncer. Et il y a une hiérarchie, c'est pas de vague. Hein. Surtout pas de vague. Et tant qu'au suicide, les suicides, c'est aussi parce que, allez voir les gens qui se suicident. C'est souvent des gens du corps du gardien de la paix. Hein. Et la formation, ça c'est sûr, quand elle a passé son examen de gardien de la paix il y a 20 ans, le bac n'était pas obligatoire. Hein. Il y avait des gens qui savaient ni lire ni écrire. Donc non, il y a vraiment un problème de hiérarchie. On sait très bien que quand on leur a demandé la politique du chiffre, c'était parce que la hiérarchie, elle touchait des primes. Mais ceux qui faisaient les enquêtes et qui amenaient les chiffres, ils touchaient aucune prime. Hein. Donc tout ça, il faut le dénoncer. Allez, qu'est-ce que vous en pensez, Bertrand Delvecchio? Par rapport au harcèlement, etc. Oui, de toute manière, il y a un énorme problème de ressources humaines dans la police. Parce qu'il faut comprendre, et ça rejoint un peu ce que disait le précédent intervenant sur la numérisation, c'est que comme la police peut en réalité de moins en moins, elle développe de plus en plus de process. Parce que, en fait, ce qui est formidable avec le process, c'est que si vous le menez à bien, vous pouvez dire on a fait notre travail parce qu'on nous a demandé de faire quelque chose, on le fait. Alors concrètement, le process dans la police, ça veut dire quoi? Eh ben, donnez-moi un exemple, par exemple. C'est-à-dire, par exemple, on va décider que on va contrôler tel point. Voilà, ou organiser une descente dans tel point géographique, tel quartier, voilà, on ne sait pas forcément trop d'ailleurs pourquoi est-ce qu'on va décider de faire ça, mais en tous les cas, on va le faire. C'est la hiérarchie qui le dit. Voilà, on va faire ça. D'accord. En réalité, la question de l'opportunité, de l'efficacité, du résultat, en fait, pèse moins que la nécessité d'exécuter ce process au moment où on décide de l'exécuter. Voilà. C'est-à-dire que si par exemple le préfet est en difficulté sur une question d'ordre public, et ben voilà, on va monter une opération et en montant cette opération, on donnera satisfaction au préfet. Voilà, indépendamment de la réussite de cette opération. Faire plaisir au préfet qui cherche tel résultat, etc. D'accord. Et nous avons maintenant Jean-Paul qui nous appelle des Pyrénées-Orientales. Bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour. Oui, bonjour Jean-Paul. Mais je suis à l'antenne, hein? Oui, vous êtes à l'antenne, absolument. Vous êtes en direct. Bonjour André, et merci. Attendez, il faut arrêter ou la radio ou le haut-parleur, Jean-Paul. Je vais le faire tout de suite. Hein. Voilà. Allez-y.
Donc là, écoutez, je voulais dire à votre invité aujourd'hui Oui. que je suis vraiment en plein soutien et vraiment que je comprends à quel point les policiers font un métier difficile et à quel point c'est délicat de devoir être affronté à de telles difficultés. Mais il y a quand même quelque chose qui chaque fois que j'entends des gens de la police parler, me choque un petit peu. Quand j'entends ce monsieur dire « mais les manifestations des Gilets jaunes ont été très violentes », si vous voulez, là ça me révolte moi aussi, parce que c'est un point de vue qui est orienté. C'est un point de vue du côté du pouvoir. Les gens se révoltent, vont dans la rue pour manifester leur révolte contre un système oppressif, et la police, elle, considère ces gens-là comme des délinquants, les réprime, les bat, les affronte, les blesse, les emprisonne. Ça, c'est pas correct, je veux dire. Avant d'être policier, on est citoyen. Et on doit comprendre ce qui se passe dans une société. Ah oui, mais moi je suis non, j'ai pas été clair parce que non, je suis complètement d'accord avec ça, moi. Alors moi j'ai jamais fait de maintien de l'ordre, donc c'est vraiment quelque chose que je connais pas du tout. Et ensuite, j'imagine que quand on n'est pas du tout formé et qu'on se retrouve brusquement dans une manifestation où ça part dans tous les sens... Oui, vous l'avez dit d'ailleurs, vous l'avez dit, c'était le second truc de la phrase, Jean-Paul, le second membre de la phrase de Bertrand Del Vecchio, il avait dit, et la police aussi en a pris, je veux dire par là qu'elle a été très dévaluée à cause de ça, en tout cas, une certaine image. Non, mais là, d'ailleurs, il y a des images, enfin tout ça c'est documenté, il y a... David Dufresne, qui a écrit un livre, qui avait animé un compte Twitter où il a fait suivre, révélé beaucoup d'images. On voyait bien qu'il y avait des choses qui se passaient, qui n'auraient pas dû se passer à l'évidence. Donc non, moi c'est juste un monde que je connais pas du tout, le monde du maintien de l'ordre. Mais tout le monde a perdu en réalité dans cette affaire-là, parce que je pense pas que les policiers étaient particulièrement ravis tous les samedis d'avoir des interactions hyper violentes avec des gens qui effectivement pourraient être leur beau-frère, leur boulanger, je pense pas qu'ils étaient très heureux de faire ça. Et même leurs enfants. Absolument. Je suis d'accord. Et puis ils payent très cher d'ailleurs ce qui s'est passé, parce que leur image a été considérablement dégradée. Non, tout le monde a perdu dans cette histoire-là. Ça me semble assez clair que ces histoires de gilets jaunes ont été mal gérées. C'est le moins que l'on puisse dire des deux côtés, d'ailleurs, parce qu'on a laissé faire les Black Blocs aussi, il ne faut pas oublier cela. Nous allons maintenant à Paris avec Guy qui nous appelle. Bonjour Guy. Oui, bonjour Guy. Bonjour Sud Radio, bonjour, encore une bonne émission, monsieur André Berkoff. Bonjour à votre invité. Bonjour. Oui. Cela provient de 50 ans de laxisme. Je suis déjà intervenu sur Sud Radio, monsieur André Berkoff, souvenez-vous, concernant le laxisme qui existe depuis 50 ans. Il y a une reprise en sous-œuvre à faire dans tous les domaines. Quand un immeuble commence à s'écrouler, qu'est-ce qu'on fait? On fait une reprise en sous-œuvre et c'est possible. Mais il faut avoir la volonté de le faire. Et on y arrive. C'est ce qui se passe en ce moment avec l'Europe, ou aussi à plus grande échelle, mais la même chose, ce désistement, ce laxisme qui existe depuis plus de 50 ans de l'Europe, qui se désiste de sa responsabilité de faire sa défense et non pas d'être le bébé qui vient sur le sein de maman Amérique. Bien, on est en train de se redresser. Les choses sont en train de revenir en place. C'est un discernement, un principe d'équilibre, un principe d'équité. Voilà, le respect, la discipline, le respect de la vie, le respect de... On parlait des manifestations des Gilets jaunes. Moi, j'ai participé à plusieurs manifestations en ce qui concerne la PMA, la GPA, l'avortement, etc., etc. Nous occupions des rues, des boulevards entiers. Jamais il n'y a eu un accrochage avec la police. Les gilets jaunes arrivent, malheureusement se mélangent aux gilets jaunes des braqueurs, des casseurs. Et les gilets jaunes ne sont pas intervenus contre ces casseurs. En fait, il fallait pas que la police soit uniquement en face de la manifestation.
mais sur les côtés de la manifestation pour protéger les vitrines, les entreprises. Et elle aurait eu affaire à ce moment-là directement aux casseurs. Juste Guy, je voudrais vous rappeler, nous avons reçu ici même Linda Kebab, qui est la porte-parole d'un syndicat de policiers et d'un des syndicats importants de policiers, qui nous a dit, elle, textuellement, que nous avions des ordres, nous savions où étaient les Black Blocs, vous savez, ces gens noirs qui arrivaient et qui fait, nous savions où ils étaient, nous avions ordre de ne pas intervenir. C'est pas mes propos à moi, ce sont les propos du porte-parole Linda Kebab, je la cite, d'un syndicat policier. Vous voyez, vous donc étonnez de quoi alors, André Berkoff? Comment s'étonner du résultat? Comment ça fait des dizaines d'années que ce soit dans les écoles, dans la rue, le respect du code de la route. Moi, tous les jours, je suis très malvoyant, j'ai une canne blanche. Je respecte ma traversée de la rue avec le petit bonhomme vert. Tous les jours, je manque de me faire renverser par un cycliste ou autre qui ne respecte pas et je lui balance un coup de canne dans la Guy, vous avez des valeurs que malheureusement on a laissé un peu partir et s'effilocher, et c'est effectivement un redressement qu'il faut faire là-dessus, ça me paraît évident. Merci Augustin. Nous avons maintenant Bruno qui nous appelle de Limoges. Bonjour Bruno. Oui, bonjour André Berkoff. Bonjour. Bonjour à Augustin, à toute l'équipe de Sud Radio et à votre invité. Moi, je voulais parler de la guerre. Voilà. Oui. Alors, mon point de vue, ça va être rapide. Le comble, si notre pauvre président avait été à la place de notre très cher camarade, monsieur Vladimir Poutine, eh bien, je crois que notre pauvre président, lui, il aurait été capable de lancer les ogives à tête nucléaire. Certains Français cervelés savent-ils que sans nos frères et sœurs russes, eh bien, sans eux, on n'aurait jamais gagné la guerre 39-45. Les Russes et notre maquis ont versé leur sang pour nous, et sans les Russes on parlerait allemand et on ferait le salut hitlérien. Le tournant de l'histoire, ça a été la bataille de Stalingrad en 1942 avec la victoire du maréchal russe Zhukov. Ces Français savent-ils qu'en Russie il y a eu 30 millions de morts par Hitler et que les horreurs sur glane perpétrées par les Allemands en Biélorussie, eh bien c'était tous les jours. En Russie il y a le maître d'école, c'est monsieur Vladimir Poutine, et les élèves ils écoutent le vrai maître qui est très évolué. Et je voulais rajouter, savez-vous, monsieur Vladimir Poutine n'est pas mauvais, la preuve avec tous les coups de pute que lui a fait notre Altesse et le capitaine de Pédalo, eh bien, il aurait dû être vraiment rancunier. Le capitaine de Pédalo a fait un embargo en interdisant la vente de pommes en Russie. Imaginez le producteur comme à Saint-Thierry en Haute-Vienne qui se retrouve avec 1000 tonnes de pommes sur les bras. Voilà le tableau. Vous allez voir, je vais terminer. Si monsieur Vladimir Poutine nous coupe le sifflet avec le gaz ou le blé ou autre, en fait, il n'y aura pas la guerre nucléaire, mais la guerre économique. Et là, on va finir échec et mat, ou sinon il va falloir sortir le portefeuille. Voilà. Eh bien, écoutez, Bruno, on vous a écouté. En tout cas, c'était clair et formulé. Une dernière... non, je crois que effectivement, on est arrivé à... Mais écoutez, c'est intéressant. Et vraiment, moi, je remercie les auditeurs de Sud Radio pour une chose, c'est qu'ils ont... Vous voyez, on a la pluralité des opinions. Vous les dites. Et c'est extrêmement important. Et je voudrais juste poser une question... pour terminer cette émission, à Bertrand Delvecchio. Je rappelle et je recommande ce livre, La loi et la rue. C'est un livre justement de nuances, c'est pas un livre manichéen, c'est pas un livre noir et blanc, c'est un livre qui explique comment ça se passe. Et franchement, quiconque a un peu de sentiments et un peu de lucidité d'humanité ne peut qu'être sensible à ce que vous dites. Bertrand Delvecchio, est-ce qu'aujourd'hui vous regrettez, pas vous regrettez, disons, c'est quelque chose qui 20 ans de métier, de policier. Vous avez tourné la page, définitivement, je suppose. Oui, absolument. Définitivement. Mais aujourd'hui, quand vous regardez la chose, vous diriez qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je dis pas toutes les mesures, bien sûr, mais est-ce que c'est un problème aujourd'hui de morale, un problème d'âme, un problème d'humanité ou un problème d'organisation? Dans la police ? Dans la police. Moi, je pense que c'est vraiment un problème de fonction. Il faut vraiment réfléchir. Il faut arrêter d'empiler des lois. À chaque fait divers, il y a une nouvelle loi, ou à chaque fait divers, on fait un beau vote de quelque chose. Il faut réfléchir, en fait, à ce qu'on veut. La police, en fait, c'est quoi sa finalité? Comme vous dites, vous acceptez casse ou pas casse. Voilà. Et à partir du moment, en fait, où on aura déterminé ce qu'on veut, vraiment, à ce moment-là, on pourra mettre en adéquation des moyens et juger des résultats. Mais tant qu'on n'aura pas mené cette réflexion sur c'est quoi la police au XXIe siècle dans la cité, eh ben on n'ira nulle part, en fait, on continuera. Eh bien, écoutez, j'espère que vous serez entendus là-dessus.
Et avant que les prix de l'énergie et les produits agricoles flambent, sortez votre portefeuille pour acheter La Loi et la rue aux éditions du Cherche Midi. Le témoignage de Bertrand Dalvécu, ancien policier que nous avons eu pendant 1 heure. Et tout de suite, Brigitte Lay parle du sujet pourquoi tant d'ados veulent changer de sexe aujourd'hui. Je me permets de faire un aparté. Nous recevrons 2 invités exceptionnels là-dessus jeudi.